Bonsoir. Merci. D'abord, moi je suis François-Xavier Allouis, je suis chez Malakoff Médéric. Mon voisin est Gérard Méneroux, il est à la CNP, entre autres choses, et on est tous les deux contributeurs de la chaire Transition démographique. Et je crois que la première chose qu'on va dire, c'est de vous féliciter tous d'être restés jusqu'à ce soir, et deux, de remercier et Jean Hervé, qui est bien évidemment le titulaire de la chaire, mais aussi Isabelle Laudier, qui a été notre puissance invitante ici à la Caisse des dépôts, parce qu'au lieu d'un débat plein de componctions sur le vieillissement, la croissance à la Caisse des dépôts et consignations, je trouve qu'on a plutôt assisté à un happening digne du théâtre de l'Odéon à l'époque où André Masson commençait ses études, et sur d'autres sujets, ce qui finalement est assez sympathique. De cette journée, 3 mots d'ordre ont été donnés ce matin. L'un par le directeur général de la Caisse qui nous a dit « Essayez de dépasser l'oxymore entre vieillissement et croissance ». Le deuxième était le délégué général de Malakoff Médéric qui nous a dit « Essayez, de définir un étage de solidarité et puis de voir comment on peut créer de la valeur par la protection sociale ». Et le troisième mot d'ordre, c'était Jean-Hervé Lorenzi qui a dit « Tout ça doit bien évidemment baigner d'optimisme ». Et je crois que la journée a assez bien donné le ton. Alors parmi les solutions qui ont été évoquées, et c'est une liste un peu à la Prévert de toutes les solutions évoquées, il faut que le 3e âge paye pour que le 4e âge, il faut que le salaire puisse être adapté, peut-être soit reculé en fonction de l'âge, soit au moins plafonné en fonction de l'âge, il faut que la CSG soit au même taux pour les revenus d'activité et les revenus de retraite, il faut valoriser les dotations, il faut accélérer le tutorat, il faut favoriser le cumul emploi-retraite, la prévention en entreprise, ça c'est revenu toute la journée, c'est un axe majeur pour la santé et le bien-être, l'économie du bien-être, mesurer le bien-être, faire évoluer les comportements des entreprises, augmenter les durées de cotisation, faire varier la fiscalité et la comptabilité qui sont orthogonales par rapport aux problèmes de vieillissement et bien évidemment se débarrasser le plus vite possible de solvabilité 2. On a même eu l'idée de faire évoluer la Constitution pour une démocratie active qui tienne compte de chaque génération présente. Parmi les faux problèmes évoqués, et ça c'est les faux problèmes qui ont été levés de cette journée. Et ça, c'est des vrais acquis, c'est des vrais résultats. Le premier, c'est qu'il est faux de penser que le vieillissement augmente les coûts de santé. Et ça, ça a été brillamment démontré. On y est revenu, avec Brigitte Dormand et Françoise Forest. Il est faux de dire qu'il y a un problème de productivité du travail, en tout cas au sens macroéconomique du vieillissement. C'est-à-dire l'incidence du vieillissement sur la productivité du travail est très faible, même si on l'a bien vu dans le dernier débat, il y a un véritable sujet sur le taux d'occupation des seniors, qui a quand même singulièrement augmenté dans la période récente, nous a rappelé Jean-Michel Charpin. Par thème de facétie, j'ai retenu que si on avait, selon Lehman, le même taux d'emploi qu'en Allemagne, ça représenterait, à âge élevé, ça représenterait 1 300 000 d'emplois. Et si on rajoute à ces 1 300 000 emplois de Lehman les 900 000 emplois suédois de Wilmer, eh bien vous voyez que le vieillissement, on arrête sur la croissance, mais on est arrivé au plein emploi. C'est quand même une formidable nouvelle. Merci. On va d'abord donner la parole à Nicole Caroui, qui a beaucoup investi, et avec nous, avec la chaise sur la transition, et dans le cadre de l'Institut Louis Bachelier, sur les questions de longévité, sur des sujets qui sont très sérieux, qui font vraiment toute l'interrogation de ça. Il y a évidemment et de l'incertitude, des différences sociales, des inégalités, choix de société et mesures de la longévité. Je crois que c'est vraiment au cœur de tes réflexions. Nicole, c'est à toi la parole. Oui, alors... je suis un peu le canard boiteux dans cette assemblée puisque je suis mathématicienne, pas du tout économiste et j'ai une certaine expérience en finance. Et je voudrais quand même remercier la Fédération des banques françaises qui a financé une chaire dont un des thèmes était les dérivés du futur et sur lequel on avait décidé d'investir les questions associées à la longévité. C'est comme ça qu'il y a 3 ans, on s'est mis à travailler dans cette direction. Donc, à vous écouter, j'ai trouvé le débat très intéressant, mais pour moi, il manque un tout petit peu quand même de sortir des standards habituels de la pensée. C'est-à-dire, comme je ne suis pas économiste, je ne parle pas le vocabulaire de tout le monde, mais je trouve qu'une des caractéristiques de la longévité et de tous les problèmes associés au vieillissement, c'est beaucoup d'éléments sont liés en fait à l'hétérogénéité de ce qui va se passer. C'est-à-dire la situation des gens face à la longévité est très différente, mais aussi si on n'est pas capable, alors bien sûr il y a la vision globale, mais
je pense que c'est vraiment un secteur où il faut aussi être capable de particulariser. Et donc l'une des questions qui est assez standard en fait dans le monde de la finance et de l'assurance, en fait, c'était qu'on avait rencontré, c'était que pour avoir des données, de l'information fiable sur la longévité, l'évolution et des choses comme ça, il faut se baser sur des énormes populations, mais qu'en général, dans un milieu donné ou pour un problème donné, les informations et la sous-population a des caractéristiques particulières qui vont faire que son évolution dans le temps va être éventuellement particulière. Et donc être capable de passer de ce qu'on appelle en finance analyser le risque de base, mais ce que rencontrent aussi beaucoup les compagnies d'assurance, c'est-à-dire passer à leur propre portefeuille d'assurés pour envisager les risques futurs et essayer de répondre à la demande de manière intéressante, c'est un des enjeux importants. Alors, moi, j'ai entendu 50% d'étudiants d'une classe d'âge. Bon, moi, je suis scientifique, je veux bien 60% de psychologues, mais si on ne va pas dans le sens de spécifier à peu près toute la demande et de mettre de l'argent là où il y a vraiment des besoins, enfin, un impact important. Bon, mais dans toute cette question, la capacité de se projeter un minimum dans le futur en regardant l'impact des décisions, non pas seulement dans les 5 ans qui viennent, mais éventuellement dans les 40 ans qui viennent, sur l'impact sur les générations, etc., c'est un enjeu qu'on trouve important, et donc c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a essayé de réfléchir. Alors, je ne vais pas vous faire un petit cours de maths, je vais juste donner 3 ou 4 slides pour vous... Allô? Voilà. Donc, l'une des questions, c'est que même pour les matheux, il y a des problèmes de représentation, et une partie de ces problèmes, en fait, sont aussi assez similaires à des problèmes qu'on rencontre quand on s'intéresse à des problèmes écologiques et des choses comme ça. Donc, c'est essayer de mieux comprendre bon, l'impact de la longévité, mais le niveau, comme je l'évoquais, auquel on se pose, c'est pas c'est pas une analyse complètement globale, c'est partir plutôt de l'information que nous donne toutes les infos qu'on peut récupérer, l'INSEE et des choses comme ça, et voir comment on peut s'en servir pour spécifier un certain nombre de choses. Alors, ça n'a pas de... Bon, enfin, ça, c'est pas très intéressant, mais... bon. Non, le point que... Bon, ça, c'est quels sont les problèmes qu'on rencontre quand on essaye de prédire la longévité. Bon, c'est pas du tout là-dessus que je veux rentrer, puis c'est plutôt les problèmes de l'INSEE, de beaucoup de gens comme ça, mais l'une des choses que je veux évoquer, c'est que, par exemple, il y a une très grande hétérogénéité. Si vous regardez l'ensemble des pays européens, eh ben, leur espérance de vie est extrêmement variable, et la différence entre les hommes et les femmes est également relativement différenciée. Mais si vous raffinez un tout petit peu les spécificités, évidemment, il y a un impact social qui est évident, mais il y a d'autres quantités, bon, le genre c'est bien connu, mais il y a des choses par exemple très importantes, c'est est-ce que vous êtes marié ou pas marié, donc messieurs mariez-vous, hein, c'est très bien pour vous. Surtout si vous avez plutôt 50 ou 60 ans. Et bon, il y a évidemment, sur ces questions-là, on n'a pas travaillé la dimension purement de santé. Alors, quel est l'un des problèmes? C'est celui-là, quoi. Il y a des grandes différences entre la mortalité nationale et toutes les infos qu'on a nationales et les problèmes qu'on a sur un portefeuille spécifique. Donc, est-ce qu'on peut prendre ça en compte? Donc, c'est pas nouveau, et en fait, l'INSEE, alors vous voyez tout ça. Ça, c'est juste pour vous dire qu'on sait un peu prédire la tendance suivant l'âge, la tendance moyenne suivant l'âge de l'évolution de la mortalité, mais il y a un effet qui va de pair, c'est quand on améliore l'information sur le trend, en fait, la volatilité augmente. Donc en fait, la qualité de ce qu'on obtient est toujours assez discutable. Donc ça, c'est un exemple de la différence qu'il peut y avoir entre les gens mariés et pas mariés. Alors le truc du milieu, c'est la population nationale.
Et puis, si le truc rouge, c'est si vous êtes pas marié, donc le taux de décès, c'est une question de taux. Donc le taux augmente, et si par contre vous êtes marié, c'est bon pour vous. Mais ça, c'est pas très intéressant de le voir à ce niveau-là, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que les choses bougent au cours du temps, par exemple, et que il faut être capable d'intégrer. Bon, nous, on a beaucoup regardé les choses à partir de 160 ans, parce qu'il y avait une motivation de l'assurance, mais en fait, vous pouvez commencer à l'âge que vous voulez. Et donc, ce qui est très important, c'est d'arriver à intégrer l'impact, l'évolution des individus au cours du temps, et donc indirectement l'impact d'un certain nombre de politiques et de choses comme ça. Donc l'INSEE fait ça très bien, avec ce qui s'appelle Destiny. Juste le problème de ce genre de choses, c'est qu'en général, la méthode utilisée est extrêmement coûteuse à implémenter, parce qu'on va prendre des individus, on va utiliser les infos qu'on a sur leurs caractéristiques, et puis on va simuler leur évolution mois par mois, mais mois par mois, on va regarder s'ils avaient une probabilité de changer de statut, etc. Et donc le résultat est compliqué, donc les méthodes plus nouvelles, mais qui ont un véritable enjeu, c'est de raisonner de la même façon, mais au lieu de regarder tous les individus mois par mois, c'est de mettre pas mal d'individus ensemble et de se dire on va tirer le moment où on va observer quelque chose dans la boîte des individus. Donc on n'en tire qu'un, mais quand on le retire, on l'analyse super en détail. Et puis, il va faire changer les caractéristiques de la population, et le taux de tirage va être fonction des caractéristiques de cette population. Donc on recommence plus ou moins vite, suivant le nombre d'individus importants, etc. Et au bout d'un certain nombre de temps, on a parcouru un horizon beaucoup plus important, avec beaucoup moins de gens qu'on a regardés, mais plus de probabilité d'avoir simulé des choses raisonnables. Et c'est le principe général. Donc, bon, je vous passe les beautés de la finance. Mais donc, ce que je pense, c'est que l'avenir dans l'analyse de beaucoup de ces problèmes, bon, c'est une vision macro très importante, mais si on n'est pas capable de la sous-différencier de manière beaucoup plus spécifique pour cibler les secteurs sur lesquels il y aura un impact vraiment important, dans l'éducation c'est clair, mais dans plusieurs niveaux. Mais ces secteurs-là, il ne faut pas le penser à 5 ans ou à 10 ans, il faut le passer à 40 ans ou à 50 ans. Alors, les simulations, ça ne donne jamais une bonne réponse de ce qui se passera en vrai, mais ça donne des idées de ce qui peut se passer qu'on n'aurait pas imaginé. Et comme toujours maintenant, je pense dans cette vision-là, les choses sont importantes, c'est en gros la moyenne de ce qu'on récupère, mais ce qui est très important aussi, c'est tous les scénarios bizarres qu'on peut voir apparaître, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent du fait que le modèle n'est pas bon, mais il y en a aussi quelquefois qui donnent des éclairages pertinents sur le futur. Et donc, ce que je souhaite, c'est qu'on garde quand même cette idée que l'hétérogénéité, c'est un élément majeur de l'analyse, et que c'est elle aussi qui peut sans doute rendre beaucoup plus efficace l'implémentation d'un certain nombre de stratégies, mais que pour ça, il faut s'appuyer sur des outils pertinents. Ça, c'est un essai, mais c'est juste pour dire que ça peut faire ça, d'approfondir ce genre de choses. Gérard, alors on voit bien, les anciens disaient la mort est certaine, l'heure est incertaine. On voit bien que tous les algorithmes mathématiques que nous trouvons, tout est aussi incertain. Il y a quand même un grand respect sur l'incertitude qui est vraiment ontologique de ces sujets-là. Comment le président de l'ARCO voit l'augmentation de la longévité, et peut-être comment, puisqu'on parle beaucoup d'un grand régime par points, etc., enfin que c'est dans les calendriers, en tout cas... C'est dans la rumeur. C'est dans la rumeur. Bon. Ben comment est-ce que ça serait, à ton avis, une bonne ou une mauvaise idée pour à la fois rendre un plus équitable régime de retraite entre générations, et en tout cas donner plus de visibilité à moyen long terme à tous les cotisants que nous sommes quant au sort qui sera leur sien? Je vais essayer de répondre à ta question, mais avec un petit détour. Je crois que le grand débat aujourd'hui sur compte notionnel, compte en points, la solution magique pour résoudre le problème des retraites, est un fantasme d'économistes et d'intellectuels qui sont éloignés du sujet. Donc, c'est le film qui continue. De manière claire,
le changement de mode de constitution de la retraite n'est pas en soi quelque chose qui contribue au financement du système de retraite. Non, a priori. Par contre, un des points qu'a soulevé André Masson tout à l'heure et qui est important est la distinction qu'il faut faire entre ce qui relève de la solidarité, c'est-à-dire l'action que la société collectivement veut apporter aux plus faibles, à ceux qui ont été exposés à des aléas dans leur vie, dans leur carrière, et ce qui relève de la situation personnelle et de la démarche personnelle. Un chiffre qui est peu répandu dans tous les débats, c'est qu'aujourd'hui, à la CNAV, 50% des prestations ne sont pas liées à une contribution fondée sur le salaire. C'est de la solidarité, à travers le minimum contributif, à travers un certain nombre de... Donc déjà aujourd'hui, le système de base qui est fondé sur des annuités est un système qui est un système de solidarité pour l'essentiel et pas un système contributif. À l'inverse, les retraites complémentaires qui sont en point sont un système contributif à 80%. Il y a 20% de solidarité, essentiellement les avantages familiaux. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut mieux distinguer dans l'architecture des systèmes ce qui relève de la solidarité et ce qui relève de l'effort contributif. Quand on dit les personnes n'ont pas de compte personnel, si en retraite complémentaire, elles ont un compte individuel où elles ont un nombre de points et elles ont l'information à travers les relevés annuels de points et à travers tout le système du GEP-Info Retraite qui pousse à travers Internet et par papier l'information. Donc, il faut bien distinguer ce qui relève du point, qui doit être en cotisation définie, qui doit être un système personnel. Après, nous aurons une question sur solidarité, mutualisation entre les générations, sur le rendement de ce système en cotisation définie. C'est un problème assurantiel classique. Et distinguer ce qui est de la solidarité. La solidarité doit être financée par la collectivité, c'est-à-dire par l'impôt. Il n'est pas normal que l'on mélange, comme on le fait aujourd'hui, le financement de la solidarité et le financement individuel sur le travail. Ceci contribue à complexifier le débat et à créer des circuits de comblement des déficits qui existent sur le régime général, qui relèvent de la tuyauterie et de l'imagination de Bercy, et c'est quelque chose qui ne facilite pas le débat. Donc, un système en point, oui, il existe, c'est les régimes complémentaires. La solidarité, c'est quelque chose qui ne relève pas d'un système individualisé et qui, lui, peut être fondé sur soit des annuités, soit des systèmes, systèmes que l'on veut, pour déterminer les droits que les périodes où les personnes ne travaillent pas leur permettent d'obtenir, lorsqu'elles ont cessé leur carrière professionnelle, obtenir un complément de revenus. Pour dire, vous avez été dans une période où vous n'avez pas pu cotiser, et donc la solidarité nationale compense. Il y a, dans un certain nombre de pays, une décision claire et explicite après débat sur le niveau de solidarité que l'on veut mettre dans le système. Ce débat n'a pas eu lieu en France. Et je suis au conseil de la CNAV et en même temps que l'ARCO, je trouve anormal que la dérive des réglementations successives, décidées par la puissance publique pour l'essentiel, dans le débat mensuel, ait amené un tel niveau de prise en compte de la solidarité dans ce système qui couvre aujourd'hui les 90 milliards sur 150 pour les personnes privées. Donc ça signifie qu'il y a 45 milliards qui relèvent de la solidarité dans le système aujourd'hui. Et le déficit est de 5. Ça signifie simplement que cette part solidarité n'est pas financée à son bon niveau par l'impôt et par la collectivité nationale. Je sais que les États
l'État a ces problèmes, qu'il n'est pas forcément possible de trouver d'autres ressources. Mais dans ce cas-là, interrogeons-nous sur le niveau de solidarité que l'on veut mettre en œuvre. Ensuite, sur les systèmes individualisés, que sont les systèmes en points, quel est le niveau de mutualisation, et là je ne parle plus de solidarité, entre les générations que l'on veut mettre en place. Et là, cela peut être chaque génération a ses propres caractéristiques. C'est ce que l'on met derrière les comptes notionnels. Certaines générations pourraient voir leur taux de remplacement baisser, alors que d'autres, pour variation d'hypothèse, voir leur taux de remplacement augmenter. Ceci me semble aller à l'encontre de la lisibilité de ce que demandent les actifs sur le niveau de revenus auquel ils peuvent s'attendre, même s'il est différent de leur revenu d'activité, pendant la période de retraite. En effet, la période de retraite n'est plus la période courte qui sépare la fin d'activité et l'arrivée du décès. Je rappelle que lorsque on a créé le système, c'était 7 ans. Aujourd'hui, on est aux alentours de 20 ans. On est sur des ordres de grandeur fondamentalement différents. Je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait une mutualisation entre générations, et c'est ce que permet le système en points tel qu'il est pratiqué dans les régimes complémentaires. À titre d'illustration, en 1990, le rapport de charge, c'est-à-dire les allocations sur les cotisations, était à 104% pour les régimes Agirc-Arrco. Les partenaires sociaux ont décidé d'adapter les conditions de valorisation des cotisations de telle manière que l'on s'adapte à l'allongement de la vie humaine pendant la retraite. Ça a permis d'accumuler des réserves, 1 an et demi à peu près de réserves aujourd'hui, qui permettent, alors qu'on est revenu à 104, c'était la même situation qu'en 1990, de prendre des mesures qui pourront produire des effets progressifs, c'est-à-dire acceptables pour les populations. Ce que demandent les gens, c'est de savoir quel sera leur niveau de remplacement, quel sera leur niveau de revenu. Il faut faire de l'information, il faut que les règles soient claires et qu'elles soient pérennes. Tout le monde dit que les systèmes sont compliqués. Pour les salariés du privé, ça n'est pas le cas. Pour tous ceux qui sont fonctionnaires, système des pensions, c'est un peu plus compliqué. Et je dirais que les 30, dont j'en ai enlevé 4, les 33 autres régimes qui existent en France contribuent à obscurcir le système. Depuis la Comédie Française à l'Opéra de Paris, 2 régimes spécifiques dont on peut se demander en quoi, même s'il y a des caractéristiques d'activité particulières pour ces personnes, elles ne sont pas dans un régime plus large permettant d'assurer une mutualisation. Quand on a 300 actifs, on ne crée pas un régime de retraite. Enfin, c'est quelque chose qui me choque profondément. Donc, sur l'ensemble de la retraite complémentaire, nous avons aujourd'hui un résultat à peu près équilibré. Nous avons jusqu'à l'année 2020 des résultats qui vont être déficitaires. Nous avons les réserves pour y faire face. Nous sommes en train de prendre les mesures d'adaptation, et la première mesure d'adaptation qui a été prise dans les accords du 18 mars a été de diminuer ce qui relève de la solidarité pour réserver le système à ce qui est contributif. Alors, on le fait progressivement, puisqu'on a le temps, mais on a réduit les avantages familiaux, en particulier pour les cadres et pour l'Agir, dans cet accord, car on considérait que le niveau de solidarité était trop important pour l'équilibre général du système. C'est vraiment ce débat sur la solidarité qu'il faut avoir dans notre société pour résoudre le problème des retraites. Et après, on a un compte en points, individualisé, avec de l'information. Le GIP Info, vous avez tous reçu, ou beaucoup d'entre vous, sauf les plus jeunes, ont reçu leur enveloppe bleue avec leur relevé individuel de situation qui donne toute la carrière, ou pour les plus âgés, une estimation globale
de leurs revenus, tout régime confondu. On sait qu'on a connecté l'ensemble des régimes et ça fonctionne. Et ceci va être en ligne à partir du 1er janvier pour tout le monde. Site jipinforetraite.org, vous trouverez toutes les informations. Sans publicité, il n'y a pas de... c'est gratuit. Donc, donner d'informations, donner de la visibilité, ne pas changer les règles tous les 6 mois, et même si on peut considérer que sur le plan de l'équilibre accéléré, comme on l'a fait, comme on est en train de le faire, puisque ce n'est pas totalement voté, l'accélération du passage à 62 ans, on a une loi qui est passée en novembre 2010, il ne faut pas changer 9 mois après. Oui. Ou il fallait aller à 63 ans, tout de suite, le dire clairement, ou dans ce cas-là, on y revient dans 3 ou 4 ans. Il faut avoir des règles stables, sinon les gens ne peuvent pas se préparer. Troisièmement, repousser l'âge de la retraite dans un système en points a l'avantage, pour ceux qui sont en emploi, d'augmenter le niveau des retraites. Merci beaucoup Gérard. Donc plus de clarté et essayer de bien différencier les objectifs de solidarité et de contribution commutative, enfin, entre les droits et les droits acquis. Peut-être on va donner 2 minutes la parole à André Masson, parce que moi j'ai une question. Ça fait des années qu'on t'entend, André, c'est brillant, c'est toujours passionnant et on l'a bien vu. Mais au fond, quelle est la question? Qu'est-ce que tu veux nous dire vraiment? Le sujet, c'est qu'est-ce que tu veux nous dire? Et c'est très amical, hein, il n'y a pas du tout, et c'est un peu provocateur, mais c'est d'où tu parles et que veux-tu nous dire? Et en particulier, la question qui me préoccupe, c'est, tu nous parles du viager partiel, qui est une idée intermédiaire, qui est une idée brillantissime, et comment tu conjugues ça avec cette incertitude actuelle sur la longévité, où les uns nous disent qu'on va vivre un siècle, d'autres nous disent qu'on va vivre 1000 ans, et les troisièmes nous disent mais non, on va tous être obèses et mourir dans très peu de temps. Donc comment tu rationalises ça en 2 mots? En 2 mots. Bon, c'est pas ce que j'avais préparé, mais la réponse en fait est du côté de la solidarité. Parce que la solidarité, c'est la gestion de l'incertitude. C'est effectivement des probabilités qui ne sont pas connues ou même pas mesurables. Et la seule manière qu'on a, c'est de se serrer les coudes ensemble. Ouais. Donc ça, c'est vraiment l'optique de la solidarité. Alors, par rapport à ce qu'a dit Gérard Ménérou, bon, lui, c'est le plus intéressant parce que c'est pratique à partir de notre système. Le problème de la solidarité, ça n'a pas été fait, mais on peut lui donner une vision beaucoup plus importante. C'est l'idée des liens. Je suis dépendant des autres, je ne peux pas m'en sortir tout seul. Donc on sort du contributif, on sort de la neutralité actuarielle, on sort de la transparence, de la liberté, etc. pour arriver à un système où en disant, s'il y a solidarité nationale, encore 1 minute, j'ai fini, s'il y a solidarité nationale, ça va aller, puisqu'on se serre les coudes et ce qui va m'arriver va dépendre de ce qui va arriver aux autres. Donc c'est un système effectivement qui peut autoriser une série de dérapages si jamais la solidarité, certains sont plus solidaires que d'autres. Bon, là, j'ai pas le temps d'en dire plus. Non, mais on va y revenir très vite. Bonsoir, Madame la Ministre, nous sommes très honorés de vous accueillir. Vous n'êtes pas dans un traquenard, mais dans un débat extrêmement vif qui dure depuis 8h30 du matin et qui nous fait réfléchir sur les chances des perspectives de croissance et du vieillissement. Alors, vous qui êtes aux affaires, comme on dit dans les pièces, quelle est votre impression personnelle sur ce sujet, vieillissement et croissance? C'est ça, vieillissement et croissance. Est-ce que vous y voyez une contradiction majeure ou est-ce que vous voyez une chance pour l'action publique dans les années qui viennent? Il n'y a pas le temps d'en souvenir. La question, c'est est-ce qu'on a le choix, quoi. Vieillir, on n'a pas le choix, ça fait partie des... Et, enfin, sans vouloir fâcher personne, mais les choix se resserrent, quand même. Oui. On les voit au jour le jour, tous les matins, en regardant des spreads et en regardant la situation, et puis on les regarde de manière plus globale, en observant les tendances, si je peux dire, de notre système de protection sociale de manière générale, qui se trouve percuté par 2 phénomènes, 2 injonctions paradoxales. La première, c'est faite avec une société qui vieillit, débrouillez-vous avec ça.
est faite avec une restriction de sa capacité de financement traditionnelle. Donc, cette espèce d'effet de ciseau, comme ça, qui s'impose à nous, fait que le seul chemin, la voie troisième, si je puis dire, c'est l'imagination collective. Alors, l'imagination collective dans le déterminant qui est la fidélité au modèle social et la fidélité à l'esprit de la sécurité sociale, mais en acceptant évidemment de remettre sur le métier les fameux déterminants. Les déterminants sont particuliers de la nature des risques que notre système de sécurité sociale doit prendre en compte. Mais écoutez, c'est tout à fait l'esprit de la journée, puisque c'était très rafraîchissant, malgré le thème du vieillissement, puisqu'on n'a pas parlé pas une seule fois du spread vis-à-vis de l'Allemagne ou de l'Autriche ou de Hong Kong, on n'a pas parlé du poids de la dette et aucune de ces catégories-là, et on a vraiment été dans l'imagination, voire l'imagination collective. Vous vouliez peut-être intervenir, faire un complément d'intervention sur ce sujet ou... Je ne sais pas, moi je vous suis, enfin comme vous voulez... C'est une table ronde, c'est beaucoup plus sympathique si vous participez à la table ronde plutôt qu'un discours solennel, ça vous fait très plaisir. J'ai aussi des antisèches. Je vais te demander à... Oui, moi aussi j'en ai. On va laisser André Masson réfléchir au socle de solidarité, qui était quand même l'injonction de ce matin, hein, et demander à Edouard Arkwright, qui est le stratège de la Caisse des dépôts. Alors, stratège de la Caisse des dépôts, ça c'est quelque chose. C'est un poste shakespearien presque chez Edouard Arkwright. Et comment la Caisse des dépôts pense sa stratégie dans une société vieillissante et en termes de croissance, évidemment. Bon, alors quand ça commence comme ça, c'est un piège. Hein. Écoutez, merci beaucoup. Moi, je vois juste que le seul sujet sur lequel on réunit toutes les filiales d'un groupe multimétier totalement diversifié et dont une des filiales est représentée à cette table à la Caisse des dépôts, la seule fois où on n'a aucun problème pour faire venir tout le monde, lorsqu'on parle de vieillissement. Oui. Et donc, en 5 ans à la Caisse des dépôts, moi je remarque que les seules réunions où il ne faut pas faire de la relance téléphonique, c'est lorsqu'on dit, eh ben, on voudrait parler des conséquences du vieillissement sur vos métiers. Et là, vous voyez débarquer la filiale touristique qui vient vous expliquer que ça permet d'élargir l'offre au-delà des vacances scolaires, la filiale qui s'occupe de patrimoine immobilier parce que leur sujet, c'est de regarder dans quelle mesure leur patrimoine, ils vont l'adapter en fonction de l'évolution. Enfin, je ne vous fais pas la description de toutes les filiales du groupe, mais ça m'a énormément frappé. Donc le stratège, en fait, il est confronté immédiatement à une question extrêmement opérationnelle de tous les gens qui sont autour de la table, qui est de dire, moi, dans mon métier, qu'est-ce que vous me donnez comme hypothèse, qu'est-ce que vous me donnez comme trajectoire, qu'est-ce que vous me donnez comme éléments exogènes qui vont me permettre de faire mes business plans, mes PMT, etc. Alors, comme on est incapable de répondre à cette question parce qu'on ne vous avait pas encore réunis et qu'on n'avait pas encore eu la journée d'aujourd'hui, et puis qu'on n'a pas fini nos travaux avec la chaire et avec le cycle de nos séminaires, en fait, on en arrive à notre deuxième point qui est que ce sujet amène à stimuler considérablement la capacité d'innovation des gens que vous réunissez autour de la table. Et là, vous avez des sujets extrêmement opérationnels. Premièrement, cette maison, elle est là pour répondre à une demande et essayer d'être utile dans des territoires. Et lorsqu'on pose la question aux gens en dehors du 56 rue de Lille qui a la chance de vous accueillir, ils disent, nous, notre première question qu'on nous adresse, c'est comment je fais pour proposer de l'hébergement à un certain nombre de personnes qui ont des problématiques de revenus. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est le dernier mot, c'est-à-dire qu'en fait, ils prennent le sujet du vieillissement par un sujet de couverture d'une perte de revenus à un certain moment de l'âge, de la vie. Ils ne prennent pas, ils vous disent pas de perte d'autonomie. Ils vous disent pas, ils ne prennent pas par une situation sanitaire. Ils le prennent par une situation de revenus à un moment donné dans la vie. Ce qui est un sujet qu'on partage avec Gérard. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que du coup, on va partir du revenu que peut payer une personne à un moment de sa vie, et donc ça nous amène, si jamais on a l'occasion dans la table ronde d'y revenir, à travailler sur un modèle de foncière, Augustin Dromagnon en a parlé en introduction, qu'on appelle CDC Génération, qui est un modèle de foncière dans lequel on dit, ben voilà, les personnes qu'aujourd'hui ont du mal à se loger à un certain âge, elles peuvent payer entre 60 et 70 euros par jour, pardon, je suis très concret, là je redescends des sujets très opérationnels, 60 à 70 euros par jour dans certaines régions de la France, 70 à 90 peut-être en Ile-de-France ou dans des endroits plus privilégiés, et donc on va bâtir le modèle de notre foncière à partir de cette capacité contributive de la personne. Et puis, on a commencé comme ça.
Et puis une fois qu'on s'est dit ça, donc ça nous amène à modifier notre modèle d'investissement, à travailler sur les paramètres d'investissement, à regarder comment un investisseur de long terme peut permettre d'arriver à un business plan qui permette de répondre à cette demande pour ces types de personnes. Ça, c'est le premier sujet opérationnel. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec des gens autour de la table, je pense sous ton contrôle Gérard, qui disent, bah oui, c'est intéressant, mais comment on peut chercher à augmenter le revenu de ces personnes-là? Et donc on a amené, par le sujet vieillissement, des assureurs, mais également des gens qui gèrent des retraites, mais également nos financiers qui ont des problèmes d'ALM, à ce sujet. Et donc on voit autour de la table à la fois quelqu'un qui gère des EHPAD, et quelqu'un qui gère le bilan de la Caisse des dépôts. Et donc par cette question du vieillissement, pour un groupe comme le nôtre, on en arrive à des sujets extrêmement concrets. Deuxième idée qu'a évoqué Augustin de Romanet, mais je ne veux pas le développer parce qu'on a André Masson qui est là, c'est le sujet du viager. Pour nous qui avons des compétences assurantielles, des compétences immobilières, des compétences financières et un horizon de long terme, on se dit que c'est quand même dommage de ne pas arriver à profiter de cette situation du patrimoine, comment faire en sorte que ce patrimoine constitué par des gens pendant toute une période de vie active soit mieux utilisé pour couvrir cette perte de revenus à un moment de la vie que j'évoquais tout à l'heure. Donc on aura l'occasion peut-être de creuser ces différents sujets. Moi la table ronde c'était un choix de société, point d'interrogation. Nous ce sont des choix concrets et opérationnels, je ne vais pas parler d'urbanisme. Je ne vais pas parler de réglementation thermique, je ne vais pas parler... Voilà. Et puis, c'est un choix qui nous semble être un choix sur le long terme, et c'est un mot qui fait écho à cette maison qui vous accueille et qui est très heureuse de le faire. Sur cette question du viager, qui a quand même traversé toute la journée, et sur lesquelles André nous a fourni des premiers éclairages, il y a déjà un moment d'ailleurs. Enfin, peut-être, si vous me permettez, Marianne Monchot, est-ce que vous voulez... Quel est votre sentiment sur le viager? Est-ce qu'il y a des projets qui tournent autour du viager, de favoriser le viager, et c'est vraiment très lié à un choix de société. Enfin, on voit bien en quoi c'est la transmission rapide des patrimoines vers les plus jeunes pour leur permettre de créer des entreprises, etc. sont des choses extrêmement importantes. Enfin, on a l'impression de patrimoines qui sont figés sur des générations de plus en plus vieilles et qui empêchent la croissance. Enfin, moi, je suis particulièrement intéressée sur ce sujet dès lors qu'on l'aborde de manière différente, c'est-à-dire dès lors qu'on l'aborde comment dirais-je, de façon beaucoup plus systémique et de manière beaucoup plus sécure pour les personnes, parce qu'on a une culture du viager qui aujourd'hui date et qui ne correspond absolument pas à l'enjeu. Mais ça m'intéresse parce que précisément ça touche du doigt l'une des clés de l'évolution du système, qui est effectivement l'évolution de la notion du chez-soi du fait du vieillissement. La question qui est posée à nos compatriotes qui prennent de l'âge, c'est de savoir comment ils vont pouvoir trouver un nouveau chez-soi, ou un chez-soi approprié à leur situation de vieillissement, pour maintenir leur capacité à vivre autonome dans un environnement qui va être approprié. Et dès lors, l'idée qu'on puisse swapper, si vous me passez l'expression, le logement ordinaire, le logement habituel, le logement historique, et obtenir la capacité de financement du logement cible, c'est-à-dire ce logement de l'autonomie et ce logement du projet dans le vieillissement, c'est naturellement quelque chose qui intéresse la puissance publique et qui peut faire l'objet d'un soutien par le gouvernement. Mais vous le voyez, dès lors que les enjeux sont bien identifiés à partir d'un repositionnement du risque vieillissement. Attention sur ces sujets, en tout cas c'est la recommandation que je me fais à moi-même, à ne pas entrer par l'approche strictement opératoire dans le projet. Ce que nous devons construire, ce que nous devons aborder, c'est précisément toute la mise en place d'un système éminemment préventif de la perte d'autonomie et collectivement préventif de la perte d'autonomie, parce que toute année d'autonomie gagnée pour nos compatriotes qui prennent de l'âge est une année de bonheur pour eux, vie autonome, mais c'est également une année de bonheur pour les finances publiques. Et c'est un des rares sujets que je connaisse où l'on peut à coup sûr faire le pari que ce qui est bien pour nos compatriotes est bien en même temps pour les finances publiques. Je les recommande, ces sujets-là, nous les aimons. Mais c'est la vérité. Simplement, il faut, comme dirait l'autre, changer de paradigme. Hein. C'est-à-dire que ça n'est plus le même modèle. Ouais. Ça n'est pas la polarisation du choix entre le tout domicile, celui d'avant, le vieux domicile qu'on aménage pour ne pas tomber dans sa baignoire, et le tout EHPAD. Hospitalo-centré, hein, sanitariste, modèle coûteux, modèle inefficace. Moi, j'ai jamais rencontré personne qui m'ait dit j'ai un plan pour mes vieux jours, je vais aller en EHPAD. Enfin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais.
attention à ces, comment dirais-je, ces représentations collectives qui sont dérivées du système actuel, qui sont infructueuses et qui sont terriblement onéreuses. Nous avons, dans la remise en question de notre système, la capacité à le solvabiliser. En particulier dès lors qu'on se tourne vers l'hôpital, Françoise Forette, et dès lors qu'on va regarder l'hospitalisation indue des personnes âgées. Moi, j'ai une calculette qui me dit que 3 millions de journées d'hospitalisation indue à 700 € jour, ça fait une marge de manœuvre de financement et une capacité de réallocation stratégique pour faire autre chose que de l'hospitalisation indue. Oui. Peut-être André, 2 minutes là-dessus, parce que toi tu portes une idée qui est assez extraordinaire, qui s'appelle le viager intermédiaire partiel. Oui, le VIP, c'était pour que le viager soit moins quelque chose de vieux jeu, etc. Bon, donc l'idée, on le voit bien donc, dans les modèles même théoriques de rationalité des épargnants, c'est ce que chercheraient les épargnants, mais rendre une partie de leur logement liquide tout en restant dans le logement. Alors, c'est qu'une partie du logement, parce que si c'est tout le logement, à ce moment-là, il y a une attaque de la famille, puisque c'est spolier les enfants de l'héritage attendu. Donc l'idée, c'est qu'on ferait qu'un tiers, et ça c'est une critique qui date de Mirabeau déjà. Mirabeau dénonçait déjà l'égoïsme des rentiers viagers au moment de la Révolution en 93-94. C'est une question personnelle. Oui, mais autrement, si vous voulez, l'idée, c'est de faire que ces 2 enfants, je fais un tiers seulement en viager. Ce qui fait que la banque ou l'assureur devient mon 3e enfant. C'est mignon, hein. Et donc dans ces cas-là, je ne spolie pas mes enfants. J'ai pas les phénomènes d'aléa moral. Je maintiens mon logement en état, puisque normalement, une grande partie ira à mes enfants. Et donc, dans ces cas-là, ça ne sert pas. Alors, parce que François-Xavier a parlé de lui plutôt de transmission. Madame, vous allez parler plutôt de dépendance. Le viager, ça peut servir, y compris pour une rente viagère, pour la dépendance ou pour la transmission. La rente, c'est intéressant, puisque si vous avez pas assez de revenus pour vos vieux jours, s'il faut compter sur vos enfants, et vos enfants, ça va les tuer, l'aide financière. L'aide financière, ça ne marche pas sans l'aide d'antan et tout ça, mais pas l'aide financière. Donc, la rente viagère est utile. La dépendance, c'est peut-être le plus facile à faire, puisqu'on a quand même une idée de la longueur où on va rester en dépendance, même si elle varie beaucoup. Et le 3e emploi, je le pousse au bout. Vous avez uniquement un bouquet, pour un tiers de votre logement, et vous le donnez directement à vos enfants. Transmission. Vous accélérez la transmission, puisque la partie de logement devenue liquide passe directement à vos enfants. Seulement au moment de l'héritage, quand vos enfants ont 55-60 ans, qui seront vieux, ça ne sert plus à rien, ils savent qu'ils auront un 3e héritier qui sera la banque. Super, merci André. Jean-Marie Le Guen, on vous connaît, vous êtes député de Paris, vous travaillez beaucoup sur les questions de santé qui vous passionnent, vous avez été une force de proposition extraordinaire en matière d'organisation de la santé. On dit même que vous seriez peut-être un jour ministre de la Santé, ou pas, comme disent les filles. Peut-être ou pas. Mais bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'organisation, peut-être des généralités d'abord, et l'organisation d'un système de santé dans ce contexte de vieillissement? Qu'est-ce que ça emporte, à votre avis, comme conséquence? Merci d'abord de cette initiative, et on voit bien qu'à travers ce que j'ai pu entendre de ce qui a été rapporté de cette journée, des questions qui déjà reviennent et fusent dans cette table ronde, on voit combien en fait ces questions du vieillissement sont en train de bouleverser complètement les donnes essentielles qui sont celles de notre société. Alors évidemment la problématique des retraites, et on voit bien la profondeur du sujet, mais en vous écoutant à l'instant, je me disais quand même que alors que je partage tout à fait ce qui a été dit, y compris par Marianne Monchamp, je me disais, mais comment est-il possible à ce moment-là de continuer à projeter dans l'image de nos concitoyens qu'ils ont tous vocation, pour leur retraite, justement, à devenir propriétaires de leur logement, au moment même où nous allons dire, pour des raisons à la fois de patrimoine et aussi pour des raisons médicales, qu'il faut absolument qu'ils changent, et pour des raisons sociales, qu'ils changent de logement, puisqu'il leur faut un logement adapté, qui sera vraisemblablement beaucoup plus en centre-ville et où ils n'auront pas à prendre leur voiture pour aller chercher leur baguette de pain, et où les services sanitaires et médico-sociaux dont ils auront besoin seront regroupés et facilement accessibles, ça coûtera moins cher, et évidemment en ne souhaitant pas leur proposer ce que nous leur proposons tous, quand je dis nous c'est la société, cet avenir effectivement fait d'EHPAD d'un côté et de projets d'assurance de l'autre, finançant l'un l'autre, se finançant. Donc on voit bien que
il y a plein d'idées qui fusent et qui devraient, à mon avis, occuper beaucoup plus le débat public qu'elles ne le font aujourd'hui. Et bravo à vous, donc, de le lancer et de lancer tout ça. Ce qui m'amène à dire aussi de ce que j'ai cru entendre en participant à cette table ronde, c'est que d'une part, ces questions-là ne sont pas portées véritablement dans le débat politique au niveau où il le faut, je le dis, et je regrette pour ma part que lorsque on a traité la question des retraites en 2010, on n'ait pas globalement posé les problèmes, parce que si on les avait posés globalement, je pense que nous aurions pu trouver des zones de consensus beaucoup plus importantes que une articulation précise sur une question financière, qui par ailleurs, à travers ce que vous me dites, ne semble pas pour le moins réglé. Donc nous avons au moins l'espoir, puisqu'il faut être positif, eh bien nous avons tout ce chantier dont nous avons parlé devant nous et non pas derrière nous. Alors, pour en venir à la santé, qui est une dimension tout à fait essentielle, je pense, de ce débat, moi je me situerais effectivement dans des idées et dans une vision essentiellement optimiste. Car non seulement je pense qu'il y a des solutions, et Marianne Monchamp citait un chiffre tout à fait évocateur, à la fois des problèmes et des solutions s'agissant de la prise en charge sanitaire des personnes âgées ayant vocation ou un certain nombre d'entre elles étant dépendantes, pour employer ce mot, eh bien, nous voyons bien que nous avons à la fois des enjeux absolument colossaux, mais aussi des solutions qui sont devant nous. Et que non seulement ce que nous allons être, me semble-t-il, obligés de faire pour cette partie de la société particulièrement vulnérable que sont les personnes âgées en perte d'autonomie, ne va pas être un fardeau, mais au contraire un facteur de réforme profonde de notre système de santé qui en a besoin par ailleurs. Je vais essayer de m'expliquer. Nous avons très simplement un système de santé, c'est un truisme de le dire, une offre de soins et une offre médico-sociale et une offre sociale qui fonctionne d'une façon assez étatique, assez centralisée et quelque part en silo. Alors que nous avons besoin absolument dans les services nouveaux que nous devons fournir aux personnes, dans l'hétérogénéité, le mot a été employé et ça me paraît à la fois un challenge et une donnée absolument fondamentale, l'hétérogénéité des situations à la fois médicales, bien sûr, sociales, psychologiques, mais aussi financières, territoriale, on doit donc penser d'abord hétérogénéité, et donc on doit donc fondamentalement centrer le service et restructurer toute la problématique du service autour de la personne. Bien, je ne passerai pas de temps à décrire ce que vous connaissez, c'est-à-dire le gâchis effroyable, à la fois en termes humains et en termes financiers, de la désorganisation du système de soins, de l'inadaptation complète de notre système de soins par rapport aux personnes âgées. Le fait que l'on retrouve dans les urgences des hôpitaux plus de 20% de personnes qui sont des personnes âgées en situation de fragilité, qui n'ont absolument rien à y faire et qui y sont naturellement, quelle que soit la qualité des personnels présents dans ces urgences, naturellement maltraités, ensuite aiguillés éventuellement vers des services hospitaliers pour lesquels, là, la plupart du temps, même si on a fait des progrès en dédiant des services de gériatrie aiguë, en tout cas dans certains hôpitaux, en tout cas ceux que je connais, y compris notamment dans la région parisienne, mais au-delà de ça, on voit bien qu'il y a des lits occupés, Madame la ministre le rappelait à l'instant, de façon inappropriée, tout simplement parce qu'on ne sait pas réintroduire. Donc nous avons des problèmes d'amont et nous avons des problèmes d'aval qui sont absolument considérables. Et donc, si l'on veut un jour réformer l'hôpital, le diminuer, le muscler, pour le diminuer son volume, mais le muscler dans sa partie, dans sa fonctionnalité de haute technologie et de haut savoir, il faut évidemment traiter la médecine ambulatoire et donc organiser d'une façon évidemment territoriale autour de la personne une prise en charge. Alors on a parlé de coordination, pour l'instant on coordonne des administrations, il s'agit de coordonner ou plus exactement d'intégrer des services autour de la personne, c'est ça l'enjeu, c'est l'enjeu de cette révolution. Et quand on aura fait ça pour les personnes âgées, non seulement on aura gagné de la qualité de soins et une productivité et de l'argent d'une façon très simple, les chiffres avancés, en évitant par ailleurs la surmédicalisation pharmaceutique et autres, mais passons sur ces aspects-là des choses.
on aura gagné des procédures que nous pourrons appliquer après à ce qui représente aujourd'hui 60% de la dépense de santé. Ce sont les affections longue durée, qui recoupent pour partie les personnes dont je viens de parler, mais pas totalement, et pour lesquelles il nous faudra d'un certain point de vue agir comme nous le faisons autour de la personne âgée, c'est-à-dire organiser notre système de soins autour du malade chronique complexe, et non pas autour des services organisés entre ville, hôpital, sanitaire, médico-social, social. Donc tout ça doit être regroupé, territorialisé, intégré, et à partir de là, on aura changé très fondamentalement notre approche des choses, et je pense que nous aurons trouvé des solutions qui sont extrêmement positives. Et le deuxième versant de cette révolution que nous devons mener, et à laquelle nous serons de toute façon contraints devant la crise sanitaire, parce que ce système sanitaire tel qu'il est organisé, la crise démographique médicale étant ce qu'elle est, il ne peut plus produire la quantité de soins dans la forme d'organisation actuelle. Donc nous allons de toute façon à une catastrophe, donc la réorganisation est complètement à l'ordre du jour, autour de quelques idées un peu simplistes que j'ai avancées à l'instant. Mais l'autre versant du sujet, c'est évidemment la problématique de la prévention. Mais cette fois-ci, comment, et surtout là les économistes peuvent nous être d'une grande utilité, comment ne pas simplement être là comme les chanteurs d'opéra en disant prévention, prévention, comment trouver un système intégré qui fasse que notre société se mette à véritablement à faire de la prévention. Sachant que cette prévention est d'une simplicité biblique sur les sujets qui nous concernent. Hein, puisque c'est autour essentiellement de l'obésité, de l'hypertension artérielle, bref, en gros, de l'alimentation, de quelques addictions et de la problématique du poids, donc de l'activité, etc., que nous pouvons concentrer 80% de la prévention sur aussi bien Alzheimer, les mortalités prématurées du cancer, etc. Je ne fais pas la liste de toutes les pathologies qui sont regroupées autour de ces éléments fédérateurs. Donc comment faire pour, certes, avoir une société plus précautionneuse en matière de santé en général, au passage, il faudrait aussi qu'on s'intéresse aux enfants, pas simplement à la vieillesse, je dis ça parce que là je pense qu'il y a aussi une économie de l'enfance à remettre en place, ce qui générerait d'ailleurs un véritable contrat de génération dans cette société si nous étions capables de faire aussi un certain nombre de choses sur l'enfance, de la même façon que nous sommes en train de le poser sur la question du vieillissement. Mais cette prévention, elle doit être organisée à l'évidence sur les personnes de plus de 50 ans, en gros on va dire, où là il faut commencer vraisemblablement un coaching individuel avec des problématiques alternées de dépistage, de parcours de soins, de parcours de prévention, avec des acteurs qui interviennent. Je sais que c'est fait notamment par un certain nombre d'entreprises, d'institutions de prévoyance à juste titre. Je pense que l'entreprise, par exemple, doit s'engager, et évidemment la mutualité, mais les entreprises doivent s'engager autour de ces questions en trouvant un cycle positif. Alors est-ce que c'est parce que ceux qui interviendront en matière de prévoyance, ceux qui interviendront en matière de prévoyance, ils trouveront un intérêt en matière de prévoyance, en matière de cotisation d'assurance maladie, en matière de retraite. Peut-être qu'il faut faire un panel des différents intervenants et créer un fonds qui mélangerait ceux qui ont intérêt par la prévoyance, ceux qui ont intérêt par l'assurance maladie, ceux qui ont intérêt, j'allais dire l'intérêt général, peut-être que même l'assurance maladie pourrait y contribuer, mais nous pourrions avoir un système et demander aux entreprises d'accepter, je termine, c'était peut-être un peu long, demander à nos entreprises de mettre en place non seulement des problèmes de médecine du travail, mais de santé des salariés, qui sont une dimension dans laquelle nous devons nous retrouver aujourd'hui. Voilà comment, à mon avis, sur ces sujets-là, on peut retrouver des dynamiques de pacte social qui fassent que nous soyons capables de surmonter l'ensemble, enfin une partie des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Merci beaucoup. Avant de donner la parole, peut-être tout à l'heure à Marie-Hélène Montaut pour qu'elle puisse réagir à ce que vous venez de dire, je voudrais faire intervenir, je voudrais dire une chose, si vous en êtes d'accord, et faire intervenir Jean-Martin Cohen-Solane sur le sujet des complémentaires. Il se trouve qu'on est tous les deux dans deux familles finalement quand même très très proches, les institutions paritaires et les mutuelles, ils sont des complémentaires.
Et je suis assez frappé de tout le débat qu'on a. On a pris l'initiative, nous, les autres pareil, enfin, on a pris l'initiative de créer des plateaux de gérontologie. On a un truc qui est formidable qui s'appelle la Porte Verte, qui est vraiment absolument une école, qui est un modèle à la fois d'organisation et de structuration. On s'occupe de distribuer de l'assurance complémentaire santé avec les CEPA, mais notamment dans le 93, dans le 9.3. Et c'est dirigé sur quoi? Sur la prévention de l'obésité chez l'enfant. Donc c'est des sujets qui sont tout à fait au cœur. Et deuxièmement, il ne nous a pas échappé que les comportements ont changé et qu'aujourd'hui, les gens, les publics en général, attendent des entreprises d'être des acteurs en matière de prévention, et des entreprises au sens large, l'entreprise, les collectivités, etc. Et qu'il y a là vraiment un terreau effectivement d'ancrer dans des pratiques quotidiennes et réelles de la prévention qui sinon reste un vœu pieux toujours remis au lendemain. Jean-Martin, dans ce contexte du vieillissement, etc., comment tu vois la mutuelle de demain et comment tu la vois s'adapter à la fois aux opportunités et contraintes du vieillissement? Oui, bonsoir. Je suis un peu gêné parce que d'intervenir en fin de débat, c'est toujours un peu compliqué, beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. On dit beaucoup que le vieillissement ne contribue pas à l'évolution des dépenses de santé. Alors, je sais qu'il y a des gens beaucoup plus savants que moi en économie qui l'ont démontré. Je sais que Brigitte Dormont l'a dit ce matin, je l'ai vu à mon bureau avant de venir ici. Moi, j'avoue que je ne suis pas totalement convaincu quand même. Simplement, en tant que médecin, en tant que mutualiste, on voit quand même fondamentalement, certes, si je voulais faire une pirouette, je dirais que le vieillissement n'augmente pas les dépenses de santé, mais il ne les diminue pas non plus. On voit quand même quand on vieillit, il y a plus de pathologies, on a des pathologies plus lourdes, et que globalement, l'évolution, le vieillissement de la population fait qu'il y a des pathologies qui ne seraient pas sur lui, qui surviennent. Bon. En plus, il y a un croisement de deux choses, il y a l'évolution, il y a un vieillissement de la population et l'augmentation technique médicale. C'est vrai que l'augmentation technique médicale coûte beaucoup plus cher encore à la collectivité que le vieillissement, mais c'est la conjugaison des deux. Alors, bon, mais je veux revenir là-dessus parce qu'on disait ça, et il y a un tout petit peu de bon sens. C'est clair que pour le commun des mortels, plus on vit vieux, plus on a de chances d'avoir des pathologies associées notamment, et donc c'est une réalité des choses. C'est quoi une complémentaire demain, parce que les mutuelles sont avant tout des complémentaires santé, c'est les plus importantes des complémentaires santé, et aujourd'hui elles sont devenues de plus en plus importantes. Pourquoi? Parce qu'il y a un désengagement de fait, l'assurance maladie obligatoire, et donc un transfert des charges d'assurance obligatoire vers les complémentaires, parce que simplement il y a des problèmes de dette publique, de dette sociale, et donc une façon de faire payer les soins aujourd'hui, c'est de transférer les dépenses aux complémentaires, qui sont devenues des quasi-prélèvements obligatoires. Et il y avait un titre dans le journal ce matin qui disait ce sont des assurances complémentaires, mais quasiment obligatoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour accéder aux soins, en ville notamment, il faut avoir une complémentaire santé, une mutuelle ou autre chose, une mutuelle, je vous propose plutôt une mutuelle d'ailleurs, parce que je suis là pour ça, parce que 50% des dépenses en médecine de ville ne sont pas prises en charge par la Sécu, mais moi je voudrais venir sur deux points importants. Contrairement à ce qui est dit souvent, premièrement, les gens qui sont en affection longue durée, pris en charge 100%, dépensent aussi beaucoup, ont besoin aussi d'une complémentaire. Le reste à charge des gens qui sont en affection longue durée, plus importante des gens qui ne sont pas en affection longue durée, donc ils ont besoin aussi d'une complémentaire, contrairement à ce qu'il est d'habitude. Et les complémentaires interviennent de plus en plus à l'hôpital aujourd'hui, notamment parce qu'il y a des forfaits qui augmentent de façon très importante, des dépassements d'honoraires qui sont plus importants, et des chambres particulières, y compris la paix de Paris, ce qui fait que le coût pour un Français aujourd'hui, s'il n'a pas de complémentaire, est extrêmement lourd, il ne peut plus le supporter. Donc les complémentaires sont devenus obligatoires et indispensables pour accéder aux soins, où que ce soit. Donc c'est une grande nouveauté, et plus on vieillit, plus on en a besoin. Donc, comment s'organiser pour l'avenir? Nous pensons que les Français ont tous droit à une complémentaire santé solidaire. Moi, je retiens ce que disait tout à l'heure Marianne Monchamp, je partage. Il y a un pacte social basé sur la solidarité en France, et nous pensons que si nous devons agir en complément de la sécurité sociale pour nous, ce pacte social, on doit le faire aussi de façon solidaire et dans le but de mutualisation, et non pas en rupture. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on voit bien là. Je reviens à mon histoire du début en disant le vieillissement n'augmente pas les coûts de santé. On remarque quand même que on n'a pas le droit de faire de sélection du risque aujourd'hui dans ce qu'on appelle les contrats responsables en matière de complémentaire santé. Par contre, on a le droit de faire des cotisations en fonction de l'âge.
Et plus on est âgé, plus ça coûte cher. Alors je veux bien dire qu'il y a beaucoup d'augmentation de dépenses de santé en fonction de l'âge, mais c'est marrant, on fait payer plus on vieillit, plus les cotisations coûtent cher, parce que c'est bien évident, parce qu'on consomme plus. Donc il y a quand même une sélection aussi par l'âge. Plus on est âgé, plus on paye cher. Aujourd'hui, un contrat complémentaire qui augmente, en plus ils sont taxés, lourdement taxés. Madame la ministre, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on en parle régulièrement quand on se voit, vous n'y êtes pour rien, ok. Mais les complémentaires santé, les taxes des complémentaires santé ont augmenté de 11% en 5 ans, ce qui est considérable. Donc les cotisants, ce sont des droits d'enregistrement, hein. Ces taxes sont des droits d'enregistrement, donc c'est payé par les cotisants normalement, comme on paye un droit d'enregistrement sur un acte de notaire, par exemple. Donc pour les gens, ça coûte 10% plus cher chaque année, et pour une personne âgée qui est au minimum vieillesse, par exemple, donc qui paye ses complémentaires santé, ça devient une charge extrêmement importante pour accéder aux soins. Donc nous réfléchissons à un rôle des complémentaires à la fois solidaire pour que tout le monde puisse y avoir accès, et deuxièmement, le rôle complémentaire santé doit accompagner les personnes. Jean-Marie Le Guen disait fort justement, je ne reviendrai pas, je suis d'accord avec lui, tout ce qu'il disait sur la prévention notamment, les complémentaires santé doivent jouer un rôle d'accompagnement en amont. Par exemple, la mutualité française a monté avec des mutuelles, avec la Caisse nationale d'assurance maladie, avec l'Agence régionale de santé, un programme de prévention de l'hypertension artérielle, qui est un problème majeur de santé publique en France. Notamment, c'est une prévention directe des maladies cardiovasculaires, mais aussi des accidents vasculaires cérébraux. On accompagne aussi, on conduit, on accompagne nos adhérents tout au long de la chaîne de santé qui est de plus en plus compliquée. C'est compliqué le système de santé pour n'importe qui, pour nous, même quand on connaît bien le système. Et le rôle des complémentaires, c'est aussi accompagner de l'amont, de la prévention, à l'aval, au médico-social et à la dépendance. Je répète ce que disait Jean-Marie, je partage ce qu'il disait tout à l'heure. Le travail qui a été fait pendant un an sur la dépendance, même s'il n'y a pas débouché sur les textes qu'on aurait pu espérer, au bout d'un an de travail, où Marianne Mochon s'est beaucoup en plus impliquée, nous a beaucoup poussé, elle a eu raison. C'est vrai, nous a bien amené à avoir un modèle qui est un modèle assez important, qui montre bien que la chaîne de santé, qui montre bien que ce qu'on doit mettre au cœur du système de santé, et je vois des bases, qu'est-ce que le cœur du système de santé, l'hôpital, la ville, non. Ce qui est au cœur du système de santé, c'est le patient. C'est celui qui en a besoin. Et donc, c'est une vision qui va de la prévention aux soins, au médico-social, à la suite, et qui montre ce schémage important, et tout le travail qu'on a fait sur la dépendance le montre. Donc nous, complémentaires santé, qui arrivons en complément de l'assurance maladie, nous passons tout à fait dans cette suite-là, et nous essayons de nous situer en complément de l'accompagnement du patient, à la suite de l'accompagnement du patient, pas seulement en termes économiques, mais aussi en termes de prise en charge humaine. C'est ça, je crois, le plus important demain. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire, une complémentaire de santé demain, si elle veut être efficace, elle doit s'adapter aux besoins de demain. Et on voit le problème de vieillissement, c'est à tous les niveaux. On a des expérimentations formidables de prévention du vieillissement. Et on voit en plus, ce qui est très marrant, ce qui est très intéressant en matière de prévention, c'est que la prévention du vieillissement agit beaucoup plus rapidement que d'autres types de prévention primaire. C'est-à-dire que la prévention bucco-dentaire a donné des résultats formidables. Moi, je m'occupe de prévention depuis maintenant, Jean-Marie le sait, de 35 ou 40 ans, je ne sais plus. On a démarré sur le programme de prévention bucco-dentaire dans les années 70. On en voit les résultats aujourd'hui. Il y a des améliorations absolument formidables. Mais ça met du temps. En matière de dépendance, la prévention donne des effets extrêmement rapides, extrêmement efficaces et visibles, et très payants en termes non seulement économiques, mais surtout en termes de bien-être. Merci beaucoup, Jean-Martin. Peut-être Marianne. Merci. Marianne Mochon, si vous aviez la gentillesse de réagir à tout ce qui est dit sur ces débats et enjeux de demain. Avec plaisir. D'abord, plein de choses que nous partageons, parce que nous voyons beaucoup, nous travaillons beaucoup ensemble. Mais si vous acceptez, j'ai envie de pousser le modèle encore un peu au-delà des frontières, du simple cercle de craie du système soignant qui soigne. Oui. Parce que l'un des défis demain, ça a été dit par Jean-Marie Le Guen, commenté ensuite par Jean-Martin Cohen-Solal, mais c'est que la question de la santé, dans la France d'après 2011, enfin dans les 10 ans qui viennent, c'est la question de la chronicité. Bien sûr. Il y a l'aigu, et j'ai envie de dire, on peut optimiser, on peut améliorer, on peut faire que la recherche translationnelle percute mieux l'aigu, mais tout notre défi, c'est la chronicité. C'est-à-dire que du fait du vieillissement, et du fait par ailleurs de l'enjeu d'une société vieillissante,
Nous devons délivrer à nos compatriotes l'idée que nous devons pouvoir vivre avec les pathologies. Et l'idée de vivre avec les pathologies, ça veut dire quoi? Vivre avec des cancers, vivre avec des maladies cardiovasculaires et vivre avec des maladies psychiatriques. C'est ça, avec les 3 grands risques. Hein. Et vivre avec, ça veut dire que le soin, naturellement, a toute sa place, mais que le soin ne suffit pas. Et que dès lors, le vivre avec, c'est bien sûr l'articulation entre le soin et l'accompagnement médico-social, mais ça vient percuter aussi la dimension sociale. Quand mon collègue Benoît Apparu défend avec tellement de justesse l'importance du housing first pour les plus démunis, il a raison, Benoît. Et c'est une belle idée de lutter contre l'exclusion par le logement d'abord, le vrai logement. Mais quand on sait, études Samantha, SAMU social, qu'un tiers de nos compatriotes à la rue sont affectés de pathologies psychiatriques, moi je ne sais pas loger dans un appartement en ville le schizophrène de la rue. Ce que je veux dire, c'est que c'est tout. Et donc ce que je veux dire, c'est que la solution qui va consister à aller chercher, en complément du soin, la mobilisation de ressources sociales et médico-sociales dans la logique de je vis avec la maladie. Et je vis de mieux en mieux avec la maladie, est un levier puissant d'évolution de nos grands équilibres macroéconomiques, en particulier pour tout ce qui concerne les dépenses de la sécurité sociale. Et je le vois à travers ce sujet des pathologies psychiatriques que je porte en ce moment, puisque on est en train de rédiger la prochaine édition du plan santé mentale, qui va précisément faire le pari de dire vivre avec la maladie, et des maladies différentes bien sûr, mais des maladies quand même, des maladies comme les autres. La question du vieillissement, c'est exactement la même chose, et la particularité, Jean-Marie Le Guen, c'est que quand on est capable de défendre l'idée que les maladies chroniques, celles dont nous saurons nous occuper demain, parce qu'on fait le pari de vivre avec elle comporte par le vivre avec la dimension beaucoup plus sophistiquée de la prévention, ralentisseur de l'évolution de la pathologie, alors quelque part on change de braquet, alors on change cette base de la solidarité nationale, parce que le malade contribue mieux, parce qu'il est pleinement citoyen et qu'il participe pleinement à la croissance, il n'est pas considéré dans sa pathologie, il est considéré dans sa capacité de participation. Et cette inversion du paradigme, c'est celle que nous devons réaliser pour les années qui viennent. Moi, personnellement, j'en suis un ardent défenseur, mais on voit bien que ça pousse très loin les murs de ce que l'on appelle le soin, parce que le soin n'est pas que la molécule ou l'acte soignant, le soin dans la chronicité, c'est le vivre avec la pathologie. Et ça bouge les repères, ça modifie la charte de la preuve, et évidemment, ça modifie l'économie générale du système. Parce qu'aujourd'hui, disons les choses, qu'est-ce que c'est qu'un hôpital du jour qui accompagne un patient bipolaire, un patient schizophrène? C'est évidemment la délivrance de la molécule avec le psychiatre et la consultation psychiatre, tarifée au tarif psychiatre, mais c'est aussi toutes ces activités occupationnelles qui permettent de mesurer l'interaction entre le soin et le retour à la vie quand même, tarifé au tarif lourd de l'assurance maladie. C'est exactement comme la personne âgée qui reste 3 semaines pour une fracture du bras dans un service hospitalier, là où elle devrait absolument se retrouver dans un environnement où elle vivra avec cet accident de parcours qui a été le sien. C'est un défi énorme qui bouge de représentation, mais qui comporte, et ça on peut en être certain, la solvabilisation d'une très large part de la question de notre sécurité sociale. Il faut changer les repères. Bien entendu, merci beaucoup. Je vous suggère d'ailleurs de continuer le débat autour du cocktail qui va avoir lieu tout d'abord, mais à tout seigneur, tout honneur, le titulaire de la chaire, c'est Jean-Hervé Lorenzi. Je voudrais d'abord lui dire merci. Merci d'avoir eu l'intuition il y a déjà 4 ans de créer cette chaire, de nous avoir tous réunis, parce que c'était vraiment une journée exceptionnelle et passionnante. Et deuxièmement, on va te demander quelle est ta conclusion et quel est l'avenir des travaux de la chaire. D'abord, c'était vraiment rafraîchissant de passer une journée sauf avec Spitz, sans entendre parler de la dette, la dette et la crise. Je veux dire, nous occupe totalement d'autres problèmes qui sont ceux que nous sommes en train de traiter, qui sont ceux de la manière dont des pays comme les nôtres pourront avoir une croissance dans les années qui viennent. En fait, j'ai 3 réactions très très brèves. La première, c'est vrai que c'était compliqué de mettre ce titre, vieillissement et perspective de croissance. Nous avons tous les économistes, en tout cas ceux de ma génération, ont été élevés dans l'idée simple que
le vieillissement est en fait porteur d'un ralentissement de la croissance, que c'est quand même pas très bon, qu'il vaut mieux en gros avoir des jeunes dynamiques, sympathiques et actifs, plutôt que des vieux aigris, grincheux et paresseux. En fait, rien de ce qui fut dit tout au long de cette longue journée, puisqu'on a démarré à 8h30, ne permet d'écarter l'hypothèse. Je vais être très prudent dans ce que je dis, mais rien ne permet d'écarter l'hypothèse que le vieillissement puisse être une source de croissance. Donc rien ne permet d'affirmer une position. Rien ne permet non plus de le démontrer. Je crois que tout le monde partage l'idée que des conclusions trop rapides, vous savez, des paradoxes, le vieillissement, ce sera avec le vieillissement qu'on va faire la croissance, ça c'est du bullshit. En revanche, quand on regarde bien, on s'aperçoit que au fond, il y a des tas d'éléments, des tas de briques qui permettent de commencer à bâtir un discours qui pourrait être un discours optimiste sur des sociétés vieillissantes. La deuxième remarque, c'est que, au fond, là, André, même s'il s'avère que parfois tu es à la fois brillant et un peu obscur, mais tu as montré cette obscure clarté, mais tu nous as montré une voie qui est au fond très importante. Je me souviens t'avoir dit avec la chaire, tu vas voir que tes idées vont sortir, pas uniquement le viager, bon, il faudra vraiment changer de nom, mais cette idée qu'au fond, cette approche du vieillissement, c'est une approche qui est une approche absolument majeure. On peut regarder la société française à travers l'impact qu'aura le choc démographique. On peut le voir sur à peu près tous les sujets et dans sa cohérence. Et toi, tu appelles ça les différents systèmes de protection sociale. Moi, j'appelle ça trajectoire macroéconomique, peu importe. Enfin, non, je dis nous appelons ça trajectoire macroéconomique, mais l'idée de base, c'est qu'au fond, il faut que nous traitions, lorsqu'on reparlera des affaires de retraite, il faut qu'on puisse traiter les thèmes qui sont les thèmes à la fois de formation continue, les thèmes d'aménagement du territoire. Enfin, en gros, il faut quand même avoir une vision cohérente, complète, systémique des systèmes. Et tu as, je crois, trois approches du système de protection sociale. Coup de chance, la chaire dans laquelle tu as la gentillesse d'apporter ton concours a aussi trois scénarios. Enfin, il y en a un qu'on rejette, celui au fil de l'eau, évidemment, c'est la catastrophe. Et puis il y en a trois qui sont les jeunes, les vieux et les vieux au boulot, pour résumer, avec des titres un peu plus stimulants. En gros, il faut quand même qu'on arrive à les qualifier. Dernière remarque, enfin avant-dernière, on a vu aujourd'hui que ces trois scénarios sont pertinents, mais il faut vraiment mieux les qualifier. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire, et le travail qu'on fait avec la Caisse des dépôts tout au long de l'année est très utile. On va vraiment essayer d'enrichir, parce que nos scénarios sont encore un peu frustres, je dirais. Moi j'ai une préférence, je l'ai exprimé tout à l'heure, c'est celle où on bosse un peu plus, mais, hein, comme toi aussi. Voilà, donc c'est parfait. Dernier sujet, je voudrais, avant qu'on aille boire un coup, remercier d'abord la Caisse des dépôts et Isabelle Laudier et Didier Jancy qui nous accueillent et qui, au fond, nous aident à formaliser cette démarche. Enfin, c'est vrai que la Caisse est vraiment très partie prenante de cette opération. Pour la chaire, je voudrais vraiment remercier l'ensemble des gens qui ont participé à cette affaire, mais évidemment, Hélène Juan, qui est directeur scientifique, a beaucoup développé et permis ce projet avec beaucoup de méthodes. Enfin, là aussi, on progresse. Enfin, moi, je suis un insatisfait permanent, donc c'est comme ça que, enfin, c'est un peu mieux. C'est très bon. Qui a permis que cette affaire se passe aussi bien. Et puis alors franchement, on a quand même visé juste, tu es gentil, c'est bon, c'est évidemment très collectif. On a cette journée à montrer que le vieillissement, qui est a priori un sujet moyennement stimulant, sexy, on a quand même réussi à rester enfermé dans cette salle obscure, peu aérée, une dizaine d'heures sur l'ensemble des sujets, avec un débat incroyable et avec une espèce d'intérêt permanent de plus de 100 personnes permanent que vont tourner.
Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc ça veut dire que le vieillissement, c'est vraiment un sujet. C'est vrai que le sujet, en anglais, on dit aging, en tchèque, je crois que tu connais bien. En russe, il faut trouver un titre plus sexy. C'est vrai que c'est un moyen, dans le débat qui va avoir lieu politique dans les mois qui viennent, c'est clair que c'est une grille de lecture qui nous donne des degrés de liberté. J'en prends un seul, il a été évoqué à plusieurs reprises, mais je le répète, les 20% de plus de 60 ans touchent 20% du PIB. Si on va devenir 30%, on ne sera peut-être pas tous là, mais en tout cas statistiquement, il y aura bien 30%. Ils vont piquer normalement 30%, c'est intenable. Et donc, il y a un débat de politique économique qui ouvre des perspectives, qui ouvre des degrés de liberté, c'est où je fais les transferts publics. Il n'y a pas besoin. On a l'impression que tout est bouclé dans la société française. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas besoin de dramatiser comme l'a fait tout à l'heure le discours de Bernard Spitz en disant les jeunes, etc. Le conflit de génération. On peut traiter le sujet normalement sans drame, mais c'est un vrai sujet de politique économique. Et donc, dès qu'on parle de politique économique, on parle de coût à boire. Et le coût à boire, c'est... Merci à vous.